Je suis Jean-Loup Ménochet, je suis historien et j'ai travaillé depuis plusieurs années sur l'histoire de l'architecture balnéaire en particulier. Je me suis spécialisé dans l'architecture balnéaire de la fin du 19e siècle et j'en suis arrivé à m'intéresser tout particulièrement au château d'Île-Barritz, dont la commande passée par Albert de Lépée est une commande exceptionnelle dans le cadre de l'architecture balnéaire. Tout commence vers 1893 quand Albert de Lépée, qui est l'héritier des fonderies des aciéries de Lorraine, des fonderies de Wendel, donc une immense fortune, décide d'acheter des terrains autour de la colline dite de Andia et sur l'ensemble du rivage et du golfe d'Île-Barritz actuel. Donc un regroupement de 60 hectares de parcelles de terrain sur lesquelles il n'y avait strictement rien sauf un moulin et une ferme. Et il va demander à Gustave Huguenin, l'architecte Biarrot, qui a construit énormément sur Biarritz, de mettre en place des plans pour un programme de construction exceptionnel. Ça n'est pas qu'un château, c'est à la fois un château, des cuisines, des dépendances, des pavillons, des kiosques et des galeries et des chemins couverts. On est en 1894. Les premiers plans datent de décembre 1894. La construction va avoir lieu, de l'ensemble du domaine, va avoir lieu entre 1894 et 1898 pour les finitions et pour l'installation de l'orgue. Albert de Lépée, on a entendu sur lui, on a entendu dire que c'était quelqu'un qui avait cultivé une certaine solitude, une certaine misanthropie. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai que c'est quelqu'un qui, en règle générale, va choisir des lieux qui sont des lieux isolés des villes où il va construire. En revanche, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui souhaitait se couper du monde pour des raisons sociales ou des raisons mondaines. La raison la plus probable, c'est parce que sa santé étant fragile, quand on suivait à l'époque les préceptes des médecins ou des hygiénistes, pour avoir une bonne santé, un corps sain dans un esprit sain, la nécessité était de bâtir aux abords des villes, des cités thermales ou balnéaires, et de bâtir si possible à l'écart des centres urbains, qui étaient forcément, qui brassaient plus de monde, donc où les maladies pouvaient potentiellement être multipliées. Et Albert de Lépée, qui effectivement n'était pas quelqu'un qui aimait tellement se mêler au monde, mais principalement qui souhaitait préserver sa santé, a suivi ces préceptes-là, et donc s'est installé au château d'Île-Barritz, qui était à l'époque à 2,5 km de la ville de Biarritz, ce qui est énorme, en distance c'est énorme. Donc il a souhaité se mettre ici, parce que Biarritz soignait toutes les maladies. En plus de ça, et on le retrouve après dans des articles de la presse spécialisée, la presse médicale spécialisée, le château d'Île-Barritz situé en haut de cette colline avec donc cet emplacement aux 4 vents, si je puis dire, va recevoir vraiment l'air océanique, l'air iodé, qui est à l'époque, qui était considéré comme extrêmement bénéfique pour les malades des maladies respiratoires. Donc en réalité, l'emplacement, la volonté de s'implanter ici, elle vient vraiment d'un problème, au départ, d'un problème médical. C'est une raison médicale qui a incité le baron à construire ici. Parce que Biarritz était bien évidemment une des villes balnéaires les plus cotées à l'époque. C'est vrai que c'est principalement les problèmes d'hygiène qui, à l'époque, occupent l'esprit du baron. On pourrait même appeler ça une obsession. Alors évidemment, quand on le voit de notre point de vue, d'homme du XXe siècle, on connaît aujourd'hui tout ce qui est les microbes, les bactéries, on a des médicaments pour pouvoir se soigner, se préserver. Eh bien à l'époque, on n'en était absolument pas là. La seule chose, c'est qu'on connaissait, on savait que, bien évidemment, il pouvait y avoir des petites bestioles dans l'air qui pouvaient causer des grosses maladies, mais on ne savait vraiment pas du tout comment gérer ça. On avait constaté en revanche que dans les environnements sains et donc très propres, il y avait beaucoup moins de risques d'attraper des maladies.
Donc tout un courant de pensée à la fin du 19e siècle, hein, issu de la révolution industrielle, tout un courant de pensée qui s'appelle en fait le courant hygiéniste, va à la fois développer aussi bien, je dirais, une presse qu'une architecture, qu'une culture de l'hygiène. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'Albert de Lépée, lui, va suivre à la lettre, en réalité, ses préceptes, ses théories de l'hygiène. À tel point que la construction qu'il va faire, les modes de vie qu'il va choisir de suivre, se définissent parfaitement dans le cadre des théories des hygiénistes de la fin du 19e siècle. Alors évidemment, on a pu entendre dire qu'Albert de Lépée était une espèce de malade qui suivait d'une manière complètement incongrue des principes d'hygiène qui étaient vraiment inconnus à l'époque, mais il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que là, à Île-Baritz, on est quand même loin de la ville, on est beaucoup plus à la campagne, et il est évident que la plupart des gens qui ont vu cet homme suivre ces espèces de théories un peu bizarres l'ont pris pour un fou. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui était extrêmement, on va dire, à l'écoute de ces théories qui étaient des théories principalement parisiennes et qui, arrivant dans un endroit où c'est un peu la campagne profonde, très très loin de la capitale, eh bien, se retrouvent confrontés à des gens qui en réalité n'ont pas cette connaissance-là. Donc la méconnaissance entraîne, je dirais, les peurs et les légendes. Et donc du coup, c'est comme ça qu'Albert de Lépée est devenu une sorte de capitaine Nemo, d'homme bizarre, qu'il ne fallait surtout pas trop côtoyer parce qu'il était vraiment étrange. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est quelqu'un qui simplement suivait des bouquins comme aujourd'hui on pourrait lire un magazine. Albert de Lépée ne souhaitait pas se mettre avec des architectes connus. Alors peut-être tout simplement parce qu'il était plus facile pour Albert de Lépée de commander à quelqu'un qui n'était pas vraiment connu. Gustave Huguenin, c'est l'architecte de Biarritz. À cette époque-là, c'est le plus grand architecte de Biarritz. Il maîtrise parfaitement la fonte, l'acier, les techniques modernes. C'est lui aussi suit en tout cas le courant rationaliste. Et partant de ce principe-là, Gustave Huguenin est l'homme de la situation pour Albert de Lépée. C'est un architecte de province qui ne va pas forcément exiger beaucoup par rapport à son client, et le client, lui, en revanche, va pouvoir lui commander ce qu'il désire. Maintenant, Gustave Huguenin et Albert de Lépée partageaient probablement la même vision du monde, un monde de progrès, un monde pour un homme nouveau. Et ça les a forcément liés. Les plans correspondent parfaitement à ce qu'Albert de Lépée souhaitait. Il y a quelques plans annulés qui correspondent à des pavillons, mais qui ne correspondaient pas esthétiquement à ce qu'Albert de Lépée voulait. Donc en fait, comme n'importe quel client, il disait oui ou non. Mais sur tout ce qui va être aménagement, structure, technique, là ça correspond parfaitement à ce qu'Albert de Lépée voulait. Donc Gustave Huguenin, lui, a ensuite, en tant qu'architecte, il a géré un ensemble d'ingénieurs qui étaient les meilleurs ingénieurs de l'époque. Toutes les maisons qui ont été médaillées d'or à l'exposition universelle de 1889 ont travaillé au château d'Île-Baritz.